Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Entre Ombre et Lumière. Pour cette vidéo, j'ai décidé de vous parler de plusieurs petites histoires de crimes résolus ou en lien avec des animaux. La première histoire est arrivée le 13 mai 2015 à Hensley Township dans l'ouest du Michigan. Un couple depuis 11 ans ont été découverts dans leur résidence ayant été tirés par balle. L'homme de 46 ans, Marty Durant, est décédé à cause de 5 coups de balle. Il a été trouvé dans la chambre conjugale. Glenna Durant, sa femme, avait une blessure à l'oreille à cause d'un coup de feu, mais elle avait survécu. Tout laisse croire, les policiers, qu'ils sont des victimes d'un crime et que la personne s'est sauvée. Le couple avait un perroquet gris du Gabon nommé Bud, qui a été confié aux parents de Marty après le meurtre de leur fils. Ces derniers ont remarqué que Bud répétait en boucle la même phrase constamment. Il disait « Ne tire pas, don't fucking shoot » avec la voix identique de Marty. Il l'imitait comme il aimait le faire habituellement. Les parents de Marty ont filmé le perroquet comme preuve. Après le visionnement de cette vidéo, les policiers ont commencé à penser que Glenna était coupable d'avoir abattu son mari et qu'elle aurait retourné le fusil sur elle. Bud a été confié à un spécialiste des perroquets qui mentionne que celui-ci reproduit une dispute entre un homme et une femme et qu'il imite les dernières paroles avec la voix de l'homme. Lorsque Glenna est interrogée, elle nie les faits. Elle a prétendu avoir perdu la mémoire et ne se souvenir de rien. Lors du procès de Glenna, le témoignage du perroquet a été admis sans être formellement appelé à la barre. La police aurait retrouvé des lettres manuscrites dans lesquelles elle avouait le crime sur fond de graves difficultés financières. Il a pris environ 8 heures avant de rendre son verdict de culpabilité pour meurtre au premier degré et crime lié à une arme à feu. Elle a été déclarée coupable du meurtre le 19 juillet 2017. Voilà pour ce qui est de cette petite histoire qui a été résolue grâce au perroquet Bud. Pour la deuxième histoire, je vais vous parler d'un meurtre résolu par un labradoodle blanc du nom de Titan. Cette histoire est arrivée le 3 ou le 5 avril 2023 selon les sources à San Marcos au Texas. Mandy Rose Reynolds, une femme de 23 ans, a été retrouvée brûlée au point de ne pas être reconnaissable dans un feu de broussailles. Lors de leur arrivée, les policiers ont vu le chien de Mandy Rose, Titan, qui se tenait près de sa maîtresse. Il aboyait de façon frénétique après les agents de police. Il ne voulait pas quitter le corps et ne voulait pas se faire attraper. Le lendemain, le chien a été retrouvé par un passant à l'endroit où le corps était la veille. Il a alerté le service de protection des animaux. Ils ont pu voir grâce à sa puce électronique que sa propriétaire était Mandy Rose Reynolds et qu'il s'appelait Titan. Les policiers se sont alors rendus à son domicile et ils ont constaté que tous ses effets personnels avaient disparu. La maison était vide et sa voiture, une Honda Accord noir, était introuvable. Ils ont alors cherché des informations relatives à sa plaque d'immatriculation. Ils ont pu voir que la voiture se trouvait à Wichita, au Kansas. Mandy avait beaucoup déménagé dans sa vie. Elle était originaire d'Idaho, elle avait vécu au Tennessee, en Louisiane, et elle venait de déménager à San Marcos, au Texas. Elle voulait se rapprocher de sa meilleure amie et venait d'emménager il y a à peine 3 mois dans un des appartements dans lequel sa meilleure amie travaillait comme gestionnaire immobilière. Les policiers de Wichita ont repéré la voiture de Mandy Rose conduite par un homme le 8 avril 2023. Ils l'ont poursuivi pendant 30 minutes. Il roulait à plus de 160 km/h et il a fini par percuter un autre véhicule. Il a alors pris la fuite à la course pour aller se cacher sur une tablette derrière des conserves dans une épicerie. Ils ont ainsi pu l'arrêter et constater qu'il était question d'un homme du nom de Derek Denio, de 29 ans. En poussant l'identification, ils ont pu voir qu'il était question du cousin de Mandy Rose.
Les enquêteurs ont été capables de déterminer que Mandy Rose a été brûlée vive dans un grand conteneur de stockage en plastique. Ils ont aussi trouvé une douille percutée à l'intérieur de ce même conteneur. En fouillant la voiture de Mandy Rose, dont Derek Daigneault avait été aperçu au volant, ils ont découvert qu'il y avait une arme de poing sur le plancher de la voiture. Les douilles trouvées sur les lieux du crime, où ils avaient trouvé le corps de Mandy Rose, et dans le grand contenant correspondaient à cette arme. Grâce au dossier dentaire de Mandy Rose, le médecin légiste a pu déclarer qu'elle était décédée d'une blessure par balle à la tête causée par l'arme trouvée dans sa voiture conduite par Daigneault. Pour permettre d'appuyer cette preuve, ils ont découvert grâce à une vidéosurveillance du Walmart de San Marcos au Texas que Daigneault avait acheté la veille de la mort de Mandy Rose un conteneur de rangement plastique, une pelle et un bidon d'essence. On pouvait voir sur les images Daigneault qui quittait le magasin dans la voiture de Mandy Rose avec Tita qui passait la tête par la fenêtre. De plus, le 7 avril 2023, la police de San Marcos a retrouvé tous les effets personnels de Mandy Rose dans un camion abandonné à plusieurs kilomètres de son domicile. Lors du procès de Daigneault, le jury a été mis au courant qu'il avait eu 9 condamnations pour crimes graves depuis l'âge de ses 15 ans. Il est question d'infractions violentes, comme avoir tiré sur quelqu'un au Kansas lorsqu'il était mineur. Lors du verdict, les membres des deux familles se sont mis à se disputer dans la salle d'audience. Il semblerait que le beau-frère de Daigneault aurait frappé quelqu'un de l'autre famille et aurait été menotté et sorti de la salle d'audience. Derek Daigneault a été condamné à la prison à vie le 7 novembre 2024. Pour ce qui est de Tita, il a heureusement été adopté par la meilleure amie de Mandy Rose. Voilà pour cette deuxième histoire. Pour la troisième histoire, elle a débuté le 3 octobre 1994 lorsque Douglas Leo Beimich a signalé la disparition de Shirley Ann Duguay à la police. Il a laissé entendre que la mère de ses enfants les avait abandonnés. Elle a disparu de son domicile à Sunnyside, une ville de 16 000 habitants à l'île du Prince-Édouard au Canada. Shirley Duguay était une mère de 32 ans de 5 enfants dont 3 étaient issus de sa relation avec son ex de fait, Douglas. À ce moment, Douglas vivait chez ses parents depuis environ un an et demi, car il était séparé de Shirley. Le 7 octobre 1994, dans une zone rurale, une voiture a été découverte abandonnée dans un champ à l'écart de la route principale. Du sang était visible sur le pare-brise et à l'intérieur, et la plaque d'immatriculation avait disparu. La voiture a été identifiée comme étant celle de Shirley. Le 6 mai 1995, un pêcheur de truites a découvert une tombe peu profonde à une quinzaine de kilomètres du lieu où la voiture de Shirley avait été retrouvée. Elle a été trouvée les mains liées dans le dos, le crâne fracturé à 3 endroits, la mâchoire brisée et une dent enfoncée dans les poumons. Une veste en cuir tachée du sang de Shirley et de poils blancs de chat a été retrouvée à côté de la dépouille dans un sac de plastique. Il a été prouvé que la veste appartenait à Douglas, l'ex-conjoint de Shirley. Elle est décédée des suites d'un traumatisme contondant et d'une asphyxie. La police a fait appel à un laboratoire non spécialisé en criminalistique pour analyser l'ADN félin retrouvé sur les lieux. Douglas a été reconnu coupable du meurtre au 2e degré de Shirley et des analyses ont prouvé que les poils retrouvés sur la veste ensanglantée provenaient bien de son chat Snowball, qui habitait avec lui chez ses parents. Douglas a assassiné Shirley Duguay en 1994 sur l'île du Prince-Édouard en raison d'un excès de jalousie et de violence. Le meurtre a eu lieu à la suite d'une dispute concernant la garde des enfants. Douglas a reconnu avoir perdu la tête et s'est laissé dominer par la colère.
Il purge une peine d'emprisonnement à perpétuité dans une prison de l'Ontario. Il a perdu son appel et le rapport de la Commission des libérations conditionnelles indique qu'il continue de nier sa culpabilité. Sa demande de libération conditionnelle en 2013 a également été rejetée. Dans son rapport, la Commission des libérations conditionnelles a indiqué que Douglas avait une motivation moyenne et un faible potentiel de réinsertion. Elle a précisé que son comportement en prison était jugé exigeant et conflictuel et qu'il manifestait une attitude négative envers le système judiciaire. Il semble ne pas avoir d'antécédents de violence institutionnelle. Par contre, il a été noté qu'il avait fait l'objet de nombreuses accusations pour non-respect du règlement. Il a 17 condamnations disciplinaires, dont 10 pour refus de fournir des échantillons d'urine. Douglas avait été suspendu 2 fois du centre éducatif de la prison et a tenu des propos inappropriés à une agente correctionnelle. Sa demande de transfert vers une prison à régime allégé a également été rejetée en 2013. Une évaluation des risques psychiatriques de Douglas datant de septembre 2012 montre qu'il présentait un risque faible à modéré de violence envers le grand public, mais un risque élevé envers des partenaires intimes potentiels. Dans le rapport, il a été indiqué que le comportement de Douglas pouvait être qualifié d'attitude négative. Lorsqu'on lui a demandé de se présenter à un entretien, Douglas a mentionné que ses heures de travail étaient du lundi au vendredi, de 8h à 16h. Il a alors refusé de s'y présenter. Le conseil a été informé dès le début de l'audience que Douglas ne s'attendait pas à obtenir une libération conditionnelle et que son intention en demandant l'audience était de se familiariser avec la procédure. Dans son rapport, on pouvait lire que Douglas ne coopérait pas avec son équipe de gestion de cas pendant son incarcération. Il croit qu'il ne serait pas en mesure de collaborer avec quelqu'un qui tenterait de le superviser lors de sa réinsertion dans la communauté. La commission a rejeté ses demandes de libération conditionnelle de jour et de libération conditionnelle complète. Plus récemment, en juillet 2025, après avoir purgé 29 ans en prison pour le meurtre de Shirley, il a été libéré d'une prison fédérale et placé dans un centre de réinsertion à condition de ne pas retourner dans la province. Douglas a bénéficié d'une permission de sortie d'1 jour à la fin mai 2025. Il était en détention depuis son arrestation en 1995, soit 1 an après le meurtre de Shirley. Une des conditions de libération de Douglas est qu'il doit signaler immédiatement toutes ses relations intimes, sexuelles ou non, ainsi que ses amitiés avec des femmes, et tout changement dans le statut de ces relations ou toute tentative d'en initier des nouvelles doit être mentionné. Il lui est interdit de retourner à l'île du Prince-Édouard, de consommer de l'alcool ou des drogues et d'entrer en contact avec la famille de Shirley. Son dernier rapport montre qu'il a eu des comportements problématiques par le passé, comme on le voyait précédemment, mais que la plupart de ses comportements ont changé ces dernières années et qu'il est incarcéré dans un établissement à régime allégé depuis 2021. Son niveau de motivation et de responsabilité est jugé élevé, tandis que son potentiel de réinsertion est jugé moyen. Il est considéré comme engagé dans son plan correctionnel maintenant. Il ne bénéficie d'aucun soutien en dehors de l'établissement résidentiel où il est transféré. Il ne sera donc pas autorisé à quitter l'établissement et devra y retourner à tous les soirs. Depuis, l'analyse des poils de chat et de chien est une pratique bien établie et étudiée et peut être admise comme preuve devant les tribunaux. Pour la 4e histoire, il est question de Raquel Rivera et Jay Johnson qui ont respectivement 20 et 22 ans. Ils habitaient à Seattle, à Washington, et ont été assassinés à leur domicile aux premières heures du matin du 9 décembre 1996. Leur chien Chief, un croisé pitbull labrador, serait décédé des blessures par balles tirées sur lui le lendemain matin. Ils ont été victimes d'un cambriolage qui a mal tourné. Jay avait refusé de vendre de la marijuana à Kenneth John Leluali et George Tuilefano. Les deux avaient 24 ans. Ils ont défoncé la porte d'entrée de la maison et ont exigé la marijuana, en plus de la cocaïne et de l'argent. Pour Kenneth,
les sources utilisent Ken, alors je vais l'appeler Ken tout le long. Ken et George appartenaient à un gang de rue nommé Mad Pack à Seattle. Le chien du couple, Chief, a été tiré en premier par Ken alors qu'il jappait après les intrus. Les deux hommes sont entrés dans la chambre et ont abattu Jay à la jambe avant qu'il ne se réfugie dans une autre pièce où il a reçu d'autres tirs mortels. Raquel a été abattue alors qu'elle était dans son lit. D'autres personnes présentes ont participé à la perquisition du domicile à la recherche de drogue et d'argent, mais ils n'ont pas pris part au meurtre de Raquel et de Jay. Il est question de Tuefia Toiluli, Charles Nico, Malini Fossey et Sheila Harris, la fiancée de Fossey. Tuefia, Charles et Malini ont accepté de témoigner pour l'accusation en échange d'une réduction de peine. D'autres témoins oculaires indépendants du quartier ont également témoigné au procès. Ils ont mentionné que vers 8h30 ou 8h45, Ken était vêtu d'un manteau sombre, que sa tête était couverte d'un tissu et qu'il était armé d'un pistolet. Ken serait le premier à être entré et aurait défoncé la porte de la résidence des victimes et aurait ouvert le feu. George avait également la tête couverte d'un tissu et aurait suivi Ken à l'intérieur du domicile. Des premiers coups de feu ont été entendus. Comme mentionné précédemment, maintenant on sait que c'est Ken qui avait tiré sur le chien parce qu'il aboyait. Ils ont ensuite entendu des coups de feu et des cris de femmes. Les témoins n'ont pas entendu Jay crier. Tuefia et Charles seraient entrés dans l'appartement après les coups de feu. Malani et Sheila, eux, sont restés à l'extérieur, ils ne sont pas rentrés du tout. Tuefia a témoigné que lorsqu'il est entré dans la chambre, Raquel était abattue et que Jay avait une balle dans l'estomac. Tuefia a déclaré que Ken avait le pistolet dans la main et qu'il donnait des coups de pied et qu'il frappait Jay avec l'arme. Il aurait remis le pistolet à George et lui aurait dit « Feu-moi ce fils de pute ». George aurait pris l'arme et aurait tiré à 2 reprises sur Jay. Il a été tiré aux jambes et est décédé. Les analyses ont montré que Raquel avait reçu 3 balles, une au menton, une au cou et une à la main. Pour Jay, on a pu constater qu'il avait reçu 2 balles dans l'abdomen et 2 dans les jambes. Après le meurtre, Ken, George, Charles et Tuefia seraient partis dans l'hôtel Baltimore de Tacoma. George et Charles seraient retournés sur les lieux du crime à bord d'une Camaro et ils auraient été arrêtés à ce moment. Ken, tant qu'à lui, a été arrêté le lendemain matin à l'hôtel. L'arme du crime n'aurait pas été retrouvée. Par contre, on a pu prouver que les balles extraites des corps provenaient de la même arme que celle d'un crime résolu quelques jours auparavant. Il était question du crime contre Johnny Peck. Ce dernier aurait identifié Ken sur un montage photo devant le tribunal comme étant son agresseur. Malini aurait alors témoigné qu'il était avec Ken lors de l'agression et qu'il avait vu Ken tirer sur Johnny. Heureusement, Johnny n'est pas décédé. Ken et George ont affirmé ne pas avoir été présents lors des meurtres. George mentionne ne jamais être entré dans la résidence des victimes et qu'il n'a pas participé à aucun crime et il n'a pas été témoin pour sa défense. Ken a témoigné pour sa défense, lui, et il a nié s'être retrouvé à proximité du domicile des victimes le jour des meurtres. Les parents de Ken auraient également témoigné que le matin du meurtre, leur fils dormait sur le canapé du salon lorsqu'ils sont partis travailler. Un des deux est parti à 5 heures et le deuxième est parti à 8 heures. La mère de Ken aurait témoigné que lorsqu'elle a appelé entre 8h45 et 9h, Ken aurait répondu et semblait dormir. Selon Ken, il se serait levé vers 13h et se serait rendu à l'hôtel Baltimore où il se serait évanoui. Il se serait ensuite réveillé uniquement lors de son arrestation. Lors de leur procès, Ken et George ont été surpris lorsqu'ils ont appris que l'accusation comptait présenter un élément de preuve inattendu, l'ADN de Chief.
Le sang du chien avait été retrouvé sur les vêtements des accusés au cours de l'enquête et des analyses médico-légales ont permis d'établir le lien avec le chien. Les procureurs ont présenté des preuves selon lesquelles 2 vestes et un pantalon portaient des taches de sang provenant du chien. La chaussure gauche de Ken présentait des caractéristiques qui auraient laissé son empreinte près de la porte d'entrée des victimes. Plusieurs poils trouvés sur les chaussures de Ken et George présentaient des caractéristiques similaires à celles du chien. Un poil trouvé sur une veste attribuée à Ken présentait également des caractéristiques très similaires à celui du poil de Chief. Un morceau de tissu, semblable à la capuche ou au masque porté Ken, selon un témoin, a été retrouvé sur les lieux. Du sang non humain a été retrouvé sur le pantalon de George et sur sa veste. Du sang non humain a également été retrouvé sur la veste de Ken. De l'ADN canin et humain prélevés sur plusieurs vêtements ont été effectués avec l'aide de 3 laboratoires. La fondatrice de P.E.Zugen, Dr. Joy Alvorson, a mentionné que sur les 2 vestes et le pantalon de Ken et George, il y avait 9 des 10 marqueurs qui correspondaient à l'ADN de Chief. La probabilité de trouver un autre chien avec le profil ADN de Chief était de 1 sur 18 milliards. Ken et George auraient contesté les résultats des tests ADN canins. Pour ce qui est de l'avocat de la défense, Pete Koenig, l'avocat de George, il a fait une contre-attaque agressive. Il a commencé par la contestation de la science au niveau de la fiabilité du génome canin. Il a soutenu que l'analyse de l'ADN canin n'était absolument pas prête pour un usage judiciaire. Il y avait une absence de standardisation. Il a affirmé qu'il n'existait pas de protocole standardisé à l'échelle nationale pour tester l'ADN des chiens, contrairement à l'humain. Il n'y a pas de consensus scientifique. Selon la défense, la communauté scientifique n'avait pas encore validé l'idée que l'on puisse identifier un chien de manière unique et irréfutable grâce à cette méthode utilisée à l'époque. Selon eux, la communauté scientifique n'avait pas encore validé l'idée que l'on puisse identifier un chien de manière unique et irréfutable grâce à cette méthode à cette époque-là. La base de données insuffisante. Pour calculer une propriété de 1 chance sur 3 trillions, le laboratoire s'appuyait sur une base de données de profil canin. La défense a attaqué la taille et la pertinence de cette base de données, arguant qu'elle était trop restreinte pour émettre des statistiques aussi vertigineuses. Il a également parlé du rejet de la propriété au niveau des vêtements. Même si le sang sur les vêtements appartenait au chien, la défense a tenté de couper le lien entre les vêtements et les accusés. Ils ont répété à plusieurs fois que ce n'était pas leur veste. Les vestes noires tachées de sang avaient été saisies par la police dans une chambre d'hôtel après le crime. Les avocats avaient alors affirmé que rien ne prouvait que les accusés portaient précisément ces vestes-là le soir du meurtre. L'absence de la veste de George. L'avocate de George a particulièrement insisté sur le fait que son client ne possédait pas et ne portait pas de veste ce soir-là, contestant le fait que la veste récupérée par la police ne lui appartenait pas. Ils ont aussi parlé de l'attaque de la crédibilité des témoins et de l'alibi. La défense a tenté de disqualifier le reste de l'enquête policière. Les témoins intéressés. L'accusation reposait beaucoup sur le témoignage de Charles Nico, le chauffeur, et d'autres membres du gang des Mad Pack. La défense a soutenu que ces criminels inventaient des histoires et accusaient Ken et George uniquement pour négocier d'avoir une réduction de peine avec les procureurs. La présentation de l'alibi. Ken a nié être présent et a fait témoigner ses parents qui ont affirmé qu'il dormait sur le canapé même si ses parents n'étaient pas là. Bel alibi. Donald Minor, l'avocat de Ken, a aussi lui contesté la légitimité globale des tests d'ADN canin lors de ses plaidoiries. Les documents officiels confirment que c'est spécifiquement la motion initiée par Pete Koenig qui a servi de base pour contester la validité scientifique de cette technologie. Le juge de la Cour supérieure de comté de King a finalement rejeté la demande d'exclusion de la défense. Il a statué que si l'application au domaine canin était nouvelle, la méthodologie sous-jacente était déjà universellement validée et acceptée par la communauté scientifique mondiale. Aucun examen préliminaire de fiabilité n'était donc requis.
Les probabilités statistiques liées à l'ADN ont balayé les alibis des accusés. L'ADN de Chief a servi de témoin silencieux qui a permis de lier directement les vêtements de Ken et George au meurtre. Ce précédent historique a ouvert la voie à l'utilisation systématique de la génétique animale, que ce soit le poil ou le sang, dans la criminologie moderne. Les éléments de preuve présentés ici reposaient clairement sur une théorie scientifique novatrice, l'identification médico-légale avec une forte probabilité statistique d'un chien spécifique grâce à l'analyse de son ADN. Le 16 septembre 1998, ce fut le premier procès pénal américain où l'ADN animal a été présenté comme preuve. Un jury de la Cour supérieure du comté de King a donc reconnu Ken coupable de 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré avec circonstances aggravantes et d'un chef d'accusation de cruauté envers les animaux. George a été reconnu coupable de 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré, mais acquitté du chef d'accusation de cruauté envers les animaux, puisque c'est Ken qui avait tiré sur l'animal. À l'issue de la brève audience de prononcer des verdicts, une violente altercation a éclaté entre les proches des victimes et ceux des accusés. Cela a incité le juge Richard A. Jones à sortir de son cabinet et à demander à la mère de Ken de se calmer. Il a ordonné aux 2 groupes de quitter la salle d'audience séparément. Des agents de sécurité se trouvaient dans le couloir pour maintenir l'ordre. Le procès a duré 2 mois. En 2003, lors de l'examen d'appel, la Cour d'appel de l'État de Washington a donné raison à la défense sur le volet scientifique. Elle a statué que l'ADN canin n'aurait pas dû être admis de cette manière, car la technique n'était effectivement pas encore assez acceptée par la communauté scientifique mondiale pour le cas des animaux. Les condamnations pour meurtre ont tout de même été maintenues en raison de la présence d'autres preuves accablantes, témoignages, empreintes. La condamnation pour meurtre ont tout de même été maintenues en raison de la présence d'autres preuves accablantes. Pour ce qui est des autres personnes autour de l'histoire, Sheila Harris, la fiancée de Malini Fossey. Elle occupait une position différente car elle n'appartenait pas directement aux gangs et elle n'a pas participé activement à l'assaut, donc elle n'a rien eu. Au niveau de Charles, de Tuafia et de Malani, ces 3 hommes ont choisi de coopérer pleinement avec l'accusation pour éviter les accusations de meurtre au premier degré. Au niveau de la négociation, Charles, Tuafia et Malani ont accepté de témoigner contre Ken et George lors du procès en 1998 et d'expliquer les faits. Leurs aveux, ils ont admis devant les tribunaux avoir participé à la planification du cambriolage et avoir fouillé la maison à la recherche d'argent ou de drogue. Cependant, ils ont affirmé qu'ils n'étaient pas entrés dans l'appartement avant le décès et qu'ils ont entendu les coups de feu et sont entrés par la suite, et que c'était Ken et George qui étaient à l'intérieur. Cette démarche a fait en sorte que ça a isolé les 2 auteurs principaux, Ken et George. Donc Ken a écopé d'une peine obligatoire de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. George a d'abord été condamné à une peine de 26 ans, qui a été ensuite annulée en 2003 pour être alourdie lors de nouveaux prononcés de peine. La Cour jugeait la première sentence anormalement clémente. George risquait à ce moment-là un minimum légal de 20 ans par meurtre, qui devait être purgé de manière consécutive. Lors de son nouveau jugement, sa peine a été corrigée à la hausse à un minimum obligatoire de 40 ans de prison. Maintenant, passons à la 5e histoire. C'est l'histoire de Dominique Aubry, surnommée Libellule. C'était la femme de Jean Aubry, un célèbre antiquaire et marchand d'art. Ce dernier est décédé de cause naturelle en janvier 2005. Sa mort a profondément affecté son épouse Dominique qui est tombée dans une profonde dépression. Elle aurait hérité d'une fortune estimée de 14 millions d'euros comprenant des biens de prestige, une luxueuse péniche amarrée à Nuéville-sur-Seine. Elle avait même tenté de finir avec ses jours en 2005 tellement elle n'arrivait pas à passer par-dessus le décès de son mari. Le 4 décembre 2005, Dominique avait reçu à dîner ses 2 amis très proches, Frank Renard Payen
qui a été rencontré dans les années 80, et Olivier Eustache, qu'elle connaissait depuis moins longtemps. Ils ont eu beaucoup de plaisir, ils ont beaucoup bu, et selon les deux hommes, ils auraient quitté à 21h30. Dominique a considéré Frank comme son fils spirituel. Elle le connaissait depuis longtemps et il était toujours avec elle depuis le décès de Jean. Elle avait également modifié son testament quelques semaines avant sa mort en nommant Frank légataire universel pour qu'il hérite de sa fortune. L'homme était également le bénéficiaire d'une assurance-vie contractée par la veuve 6 mois auparavant, un montant de 900 millions d'euros. Ce changement a été fait dans une période de grande dépression de la dame et de solitude dans laquelle elle était presque exclusivement avec Frank et elle avait beaucoup de difficultés à passer par-dessus le décès de son mari. Le lendemain, plus tard dans la journée, Frank était inquiet de ne pas avoir de nouvelles de Dominique, donc il serait allé chez elle pour voir ce qu'il se passait. Il aurait appelé le commissariat à 14h27, le commissariat de Neuville-sur-Seine, pour mentionner qu'il avait découvert le corps de Dominique. Son corps était pendu à l'aide d'une corde de marin en nylon bleu. La corde était fixée à la rambarde de l'escalier intérieur en colimaçon qui menait au vestibule. Lorsque les enquêteurs sont arrivés, ils ont remarqué que face au corps, il y avait 2 chaises dont les dossiers étaient cassés. Dans le salon se trouvait une bouteille de vodka entamée et plusieurs boîtes d'anxiolytiques. Le chien de Dominique, nommé Théo et surnommé Scooby par les médias, était le seul dans la maison lors de la découverte du corps. Pour l'histoire, je vais le nommer Théo puisque c'est son réel nom. À cause du lourd passé dépressif de la victime, qui ne se remettait pas du tout de la mort de son mari en janvier 2005, elle aurait fait une tentative de suicide en juillet après le décès de son mari. Les enquêteurs ont immédiatement alors conclu à un suicide en décembre. Le 23 janvier 2006, le parquet de Nanterre, qui est l'autorité judiciaire représentant les intérêts de la société et dirigeant les poursuites, a d'abord conclu un suicide en raison de l'état dépressif de la victime. Ils ont alors classé le dossier sans suite. La mère et le frère Frédéric de Dominique ne croient pas du tout au suicide, même s'ils étaient exclus de l'héritage Aubry pour des causes de bruit familial. Ils ont alors porté plainte et l'enquête est rouverte quelques mois plus tard, en 2006. Cette procédure force légalement la justice à désigner un juge d'instruction et à rouvrir une enquête criminelle. Le chien de Dominique intervient de manière insolite en 2008 lors d'une reconstitution ordonnée par le juge d'instruction. Une reconstitution a été ordonnée par le juge d'instruction par Théo, le dalmatien qui était le seul vivant au moment du meurtre en décembre 2005. Un responsable judiciaire parisien a déclaré que Théo était devenu le premier animal appelé à témoigner devant un tribunal en France. Un vétérinaire a recommandé au juge Thomas Casuto de faire comparaître Théo à la barre des témoins afin d'observer les réactions de l'animal face au suspect. Faute de témoins humains, le magistrat a tenté une démarche très rare dans l'histoire judiciaire française. Le juge, accompagné d'une greffière, de policiers et d'un vétérinaire comportementaliste, a organisé une confrontation officielle entre le dalmatien et les 2 suspects, Frank et Olivier. L'expert vétérinaire a analysé la position du chien, des oreilles, le regard de l'animal pour voir s'il manifestait de la peur et de la reconnaissance face aux 2 hommes. Lors de cette expertise, le chien n'avait manifesté aucune agressivité et il n'avait aucunement peur d'Olivier et Frank. La défense a d'ailleurs utilisé le comportement du chien pour appuyer la thèse du suicide et les 2 accusés ont finalement été acquittés. Cette scène a été vivement critiquée et qualifiée de bêtise absolue par la défense. Pour couronner le tout, lors d'un test, les suspects portaient le chandail de son co-détenu, ce qui a pu fausser l'aspect olfactif du chien. L'avocat de la défense est même allé jusqu'à citer une liste établie aux États-Unis classant les chiens par ordre d'intelligence. Les dalmatiens se figuraient dans le bas de la liste, selon ses dires.
Le Dalmatien étant mort avant la tenue du procès en 2014, les avocats de la défense, notamment Éric Dupond-Moretti, ont largement ironisé cette affaire en déclarant qu'ils avaient envisagé de citer le chien à comparaître. Frank, pour sa part, a toujours dit ignorer qu'elle comptait lui léguer sa fortune, mais des témoins contredisent ses affirmations et prouvé que l'empreinte de Dominique apparaissait uniquement au niveau du nœud coulant et qu'il y avait des empreintes d'Olivier dessus. À la barre, un expert psychiatre a dit que Frank était une personne immature, un enfant gâté, qui était longtemps resté une sorte de marginalité mondaine passive. Le procès s'est terminé en mars 2014. La Cour d'assises des Hauts-de-Seine à Nanterre prononce l'acquittement général après seulement 2 heures de délibération. En 2015, lors du procès en appel, ils sont à nouveau totalement acquittés de l'accusation d'assassinat. L'insuffisance des preuves matérielles et les approximations initiales de l'enquête ont poussé les jurys à écarter le scénario du meurtre maquillé. Pour ce qui est de la fortune de 14 millions d'euros, l'immense héritage de Dominique Aubry, elle est toujours bloquée par des procédures civiles initiées par la famille de la victime, notamment son frère Frédéric, qui conteste la validité du testament. Malgré son statut de légataire universel validé par l'acquittement pénal, la situation financière de Frank est alors restée paralysée. Libres sur le plan pénal, les deux hommes ont pu prendre leur cours de leur vie, mais la bataille autour des patrimoines de la milliardaire s'est prolongée pendant des années devant les tribunaux civils. Fait insolite, j'ai pu trouver dans mes recherches que la personne qui a pris à charge le chien de Dominique après les faits était Frank. Donc on s'entend que le chien était habitué à Frank. Et si Frank avait prêté son vêtement à Olivier, ça fait en sorte que le chien ne pouvait pas réagir face à Olivier. Petite supposition de ma part, mais c'est quand même les faits que j'ai lus. Maintenant, les deux hommes. Olivier est devenu un chef d'entreprise dans le bâtiment. Déjà au moment du second procès, il gérait sa propre entreprise dans le secteur de la construction et de la rénovation. Il a continué à développer son activité professionnelle dans ce milieu technique loin de la marginalité mondaine qui caractérisait l'entourage de la péniche à l'époque des faits. Il travaille dans le secteur du commerce de mode. Lors des audiences aux assises, il travaillait comme responsable au sein d'un magasin de vêtements. Le poids du procédure civile, bien qu'il y ait confié cette épreuve judiciaire, lui avait mis du plomb dans la tête. Sa vie reste rythmée par l'interminable feuilleton juridique civil qui l'oppose à la famille de Dominique Aubry pour la validation définitive de son legs de 14 millions d'euros. Pour ce qui est de la 6e histoire, je vais vous parler du chien Radar. C'est un limier Bloodhound qui est né et élevé pour le pistage. Dès l'âge de 6 semaines, ce jeune chiot a commencé à être entraîné et à suivre les odeurs humaines par son maître, Frank Hurst. Radar n'était pas un chien ordinaire, il est devenu un chien spécialisé dans la détection de décomposition humaine, ce qu'on appelle parfois un cadaver dog. Au fil des années, Radar a travaillé avec plus de 50 agences policières et participé à plus d'une centaine d'enquêtes. Selon son maître, il a contribué à résoudre environ 24 affaires de meurtre. Il explique souvent que Radar n'est pas simplement un chien de recherche, il est capable de retrouver des personnes disparues, des criminels en fuite, des objets abandonnés, des corps ou des endroits où un corps a pu séjourner. L'une des affaires qu'il a résolues est l'affaire Kelsey Barrett qui a eu lieu au Colorado aux États-Unis. Le 22 novembre 2018, une mère de 29 ans nommée Kelsey disparaît après avoir été vue sur des images de caméras de surveillance avec sa fille dans un magasin. Sa mère, Cherry Barrett, aurait signalé la disparition après plus d'une semaine sans nouvelles de sa fille. Selon Patrick Freeze, il ne l'aurait pas vue depuis Thanksgiving, le 22 novembre 2018, en allant chercher sa fille. Elle l'aurait ensuite contacté pour rompre et ils auraient discuté par SMS de la séparation par la suite. Pourtant, les enquêteurs ne retrouvent pas le corps de la victime. Pendant plusieurs mois, les policiers accumulent les indices sans parvenir à localiser les endroits où le corps aurait pu être transporté. En février 2019, les autorités demandent donc l'aide de Frank et de Radar. Leur mission, inspecter une grange du Nash Ranch dans le Colorado, à l'endroit où ils avaient un doute. À peine entré dans le bâtiment, Radar marque un arrêt.
Il a détecté une odeur de décomposition humaine près des grosses bottes de foin. Son maître a remarqué alors qu'il y avait des taches suspectes sur le dessus des ballots. Radar a grimpé jusqu'au sommet, s'est assis précisément à l'endroit où il a détecté l'odeur. Pour les enquêteurs, c'est un indice crucial. Le corps de Kelsey a probablement été déplacé ou caché là à un moment donné. Les preuves accumulées contre Patrick deviennent alors encore plus solides. L'enquête révèle peu à peu que Patrick souhaitait se débarrasser de Kelsey depuis longtemps. Durant le procès, une ancienne maîtresse de Patrick, Crystal Lee Kenney, témoigne sous serment. Elle raconte que Patrick lui avait demandé à 3 reprises de tuer Kelsey. Chaque fois, elle a refusé. Selon son témoignage, Patrick voulait contrôler entièrement sa vie et obtenir la garde de leur fille. Les enquêteurs découvriront également qu'il entretenait plusieurs relations parallèles. Il aura alors décidé de réaliser le plan par lui-même puisque Crystal ne l'avait pas fait pour lui. Lors du meurtre, Patrick demande à Kelsey de participer à un jeu visant à identifier différentes odeurs de chandelle. Kelsey accepte sans avoir aucun doute sur ce qui allait lui arriver. À un moment, elle est surprise et frappée à plusieurs reprises avec une batte de baseball par derrière. La petite fille du couple se trouve dans la maison au moment des faits. Patrick nettoie ensuite les lieux et transporte le corps. Pendant des semaines, il tente de faire croire que Kelsey est simplement partie volontairement. Plus de 60 témoins sont entendus et plus de 100 éléments de preuve sont présentés. Le jury conclut que Patrick a assassiné Kelsey, tenté à plusieurs reprises de convaincre quelqu'un de la tuer pour lui, a détruit et caché les preuves, a tenté de faire disparaître le corps. Au niveau de sa sentence, le 18 novembre 2019, Patrick est reconnu coupable du meurtre de Kelsey et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Le juge qualifie le meurtre de cruel, insensé et sans explication. Le travail de radar fait partie des éléments ayant aidé les enquêteurs à reconstruire le parcours du corps et à consolider leur dossier. Une autre intervention que Radar a fait est la femme atteinte d'Alzheimer. Cette affaire n'est pas une affaire de meurtre, mais elle montre pourquoi Radar est si respecté. Une femme atteinte d'Alzheimer disparaît durant une nuit froide au Colorado. La température avoisine le point de congélation. Après plus de 20 heures de recherche, personne ne l'a retrouvée. Radar reçoit son odeur et commence à suivre sa piste. Il parcourt environ 5 km à travers un quartier résidentiel. Puis, son comportement change brusquement. Il accélère. Quelques instants plus tard, il retrouve la femme vivante. Selon Frank, sans l'intervention du chien, elle aurait probablement succombé aux conditions météorologiques trop froides. Pour la dernière histoire, il est question de Daisy. C'est la légende canine de l'Inde, une recrue exceptionnelle. Daisy, c'est une femelle Doberman qui a rejoint la police du district de Chikamagaluru dans l'État de Karnataka, en Inde. Très jeune, elle montrait déjà des aptitudes exceptionnelles pour le pistage. Au niveau de sa carrière, elle a plus de 105 scènes de crimes examinés, 8 meurtres résolus, 15 cambriolages élucidés, plus de 20 autres enquêtes résolues. Les policiers lui donnent rapidement le surnom de Cream Cracker. Pour l'une des histoires résolues par Daisy, il est question du meurtre de Shinegoida. Le soir du 26 septembre 2013, dans la petite ville de Baleonur, dans l'état de Karnataka, en Inde, rien ne laissait présager qu'un meurtre allait bouleverser la communauté. Shinegoida, un fermier dans la trentaine, se trouvait chez son frère Vijayendra. Au cours de la soirée, son meilleur ami, un homme de 25 ans nommé Umesh, est venu lui rendre visite. Les deux hommes ont discuté pendant un certain temps avant de quitter la maison ensemble en direction d'une plantation de café située à proximité. Ce fut la dernière fois que quelqu'un vit Shinegoida vivant. Le lendemain matin, vers 7 heures, le frère de Shinegoida, Nagaraja, se dirigea vers une station de pompage lorsqu'il fit une découverte terrifiante. Le corps de son frère gisait près du bâtiment. Il avait été assassiné pendant la nuit. La police de Baleonur arriva rapidement sur les lieux, mais l'enquête s'annonçait difficile.
les policiers disposaient de très peu d'indices. Plusieurs personnes pouvaient avoir une raison d'en vouloir à la victime. Selon les enquêteurs, Shinegoida avait déjà été impliqué dans des histoires de vol de bétail dans la région. De plus, des conflits familiaux liés à des questions de propriété existantes entre lui et certains membres de sa famille. Les suspects potentiels étaient alors nombreux. Pourtant, aucune preuve ne permettait d'accuser qui que ce soit. Comme plusieurs enquêtes criminelles en Inde, la police fit appel à l'unité canine du district de Chikamagaluru. Cette unité arriva sur place avec une jeune Doberman âgée de seulement 2 ans, la belle Daisy. Formée depuis son plus jeune âge, elle possédait un flair exceptionnel et commençait déjà à bâtir sa réputation de cream cracker. Cela faisait craquer les enquêtes les plus difficiles. Sur la scène du crime, les policiers retrouvèrent une serviette ainsi qu'une paire de sandales. Le maître chien Kumar prit la serviette et la présenta à Daisy, afin qu'elle puisse mémoriser l'odeur liée à l'affaire. Ce qui se produisit ensuite surprit tout le monde. Moins de 15 secondes après avoir senti la serviette, Daisy partit brusquement à toute vitesse. Les policiers se mirent immédiatement à courir derrière elle. Pendant environ 1,5 km, Daisy suivit une piste invisible pour les humains. Elle traversa les environs sans hésitation, comme si elle connaissait déjà sa destination. Puis soudainement, elle s'arrêta devant une maison. Mais le plus surprenant restait à venir. Au lieu de rester devant la porte, Daisy entra directement dans la résidence et se dirigea vers la salle de bain. Lorsque son maître la rejoignit, il découvrit quelque chose qui fit immédiatement comprendre aux enquêteurs qu'il venait peut-être de résoudre l'affaire. Dans la salle de bain se trouvaient des vêtements tachés de sang, ainsi qu'une fossile également couverte de sang. La maison appartenait à Umesh, le même homme qui avait été vu pour la dernière fois avec Shinegoida la veille au soir. À ce moment-là, Umesh n'était pas présent chez lui. Les policiers apprirent qu'il se trouvait dans la ville de Balehunur. Plutôt que de l'arrêter immédiatement, ils décidèrent d'utiliser une autre stratégie. Ils le contactèrent simplement pour lui demander de venir au poste pour fournir une déclaration comme témoin dans l'enquête. Umesh accepta sans se méfier. Lorsqu'il arriva au poste, les enquêteurs commencèrent à l'interroger. Peu à peu, ils le confrontèrent aux éléments découverts grâce à Daisy. La pression monta. Finalement, Umesh craqua et avoua le meurtre. L'enquête permit de reconstituer les événements. Quelques heures avant le crime, Shinegoida aurait humilié ou taquiné la sœur aînée d'Umesh alors qu'elle revenait de la rivière. Umesh aurait été profondément offensé par ce comportement. En colère, il aurait attiré Shinegoida près de la station de pompage située dans la plantation de café avant de l'attaquer avec une fossile. Après le meurtre, Umesh serait rentré chez lui vers 23 heures. Selon les policiers, sa femme aurait refusé de lui ouvrir immédiatement la porte, croyant qu'il était simplement rentré ivre. Le lendemain matin, lorsqu'il lui ouvrit enfin, Umesh serait allé directement dans la salle de bain afin de se laver et de changer de vêtements avant de quitter les lieux. Il croyait avoir effacé toutes les traces du crime. Mais il n'avait pas prévu l'arrivée de Daisy. Grâce au flair de la jeune Doberman, les policiers découvrirent les vêtements sanglantés et l'arme utilisée pour le meurtre quelques heures seulement après la découverte du corps. L'affaire fut ensuite portée devant les tribunaux. Comme il n'y avait aucun témoin direct du meurtre, le dossier reposait principalement sur les preuves circonstancielles. Le rôle joué par Daisy fut donc particulièrement important. Son maître dut même témoigner devant le tribunal afin d'expliquer l'entraînement du chien et la façon dont elle avait identifié la maison suspecte. Le 5 novembre 2015, soit un peu plus de 2 ans après le crime, le tribunal Chikamagaluru reconnut Umesh coupable du meurtre de Shinegoida. Le juge le condamna à la prison à vie. Aujourd'hui encore, cette affaire demeure l'un des cas les plus célèbres de la carrière de Daisy. Au cours de ses 7 années de service, elle participa à plus de 105 enquêtes criminelles et contribua à résoudre 8 meurtres. Pourtant, c'est l'affaire Shinegoida qui est souvent citée comme l'exemple parfait de son incroyable talent de pisteuse. Elle a réussi là où les enquêteurs n'avaient trouvé aucune piste.
Et sans prononcer un mot, elle mena la police directement jusqu'au meurtrier. Malheureusement, en 2018, Daisy développe un cancer. Malgré les traitements, son état se détériore. À sa mort, le 12 novembre 2018, les policiers organisent une cérémonie officielle avec honneur. Les médias indiens rapportent que plusieurs policiers présents avaient les larmes aux yeux. Daisy n'était pas seulement un chien policier, elle était devenue une véritable légende locale. Alors voilà pour ma dernière histoire. J'espère que vous avez apprécié mes petites histoires liées aux crimes et aux animaux. Et moi, j'ai trouvé très intéressant de se rendre compte que certains de ces cas-là n'auraient pas été résolus sans l'aide de ces animaux. Sur ce, je vous laisse en vous disant de vous abonner à ma chaîne et de liker ma vidéo. Entre ombre et lumière, la vérité ne dort jamais. Bye bye!